Monsieur Nedro Serge, avant de passer à votre bouquin, vous êtes ivoirien. Tout à fait. Vous êtes... Ivoirien d'origine. D'origine, voilà. Nedro, c'est donc du peuple Gouro, c'est cela? C'est un très beau nom, ça veut dire quoi? C'est un nom composé. Il a oublié. C'est un nom composé, ça veut dire enfant béni. Le Enfant né, béni. enfant, le dro, béni, doux et autres. Très bien. Voilà. Daouda, il n'a pas oublié. Alors, est-ce qu'il y a alliance entre vous? Parce que vous êtes... Non, Vous dès êtes qu'il a dit Sénéfo? Nedro, j'ai compris qu'il était gourou, c'est mon petit. Mon petit comme ça. Ce sont nos esclaves. Il n'a pas le choix. Malheureusement, bon, il est parti au Canada, un peu dénaturé, mais on va essayer de le tropicaliser. Très bien. Avec plaisir. Alors, votre point de vue déjà sur la CAN 25, le groupe F de la Côte d'Ivoire, avant qu'on aborde votre œuvre? Ben, je ne suis pas un grand observateur du football africain, véritablement, mais bon, évidemment, mon pays d'origine est mon pays de cœur. Oui. Donc, je voudrais souhaiter la très bonne chance aux Ivoiriens pour pouvoir, évidemment, remporter cette énième CAN. Je crois que ça va être la quatrième étoile. La 4e étoile, Et c'est donc, voilà, ça sera avec plaisir. Ça nous a vraiment aussi fait honneur hein, depuis Ottawa. voilà, depuis Ottawa, lorsqu'on a Canada. vu la Côte d'Ivoire gagner cette CAN en Côte d'Ivoire. On était tout heureux et puis bon, fiers parmi les Africains, parmi tout le monde. Et je pense que ça a été une occasion pour les Canadiens de connaître également la Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment une très belle fête. Et je dis félicitations au gouvernement qui a réussi cette très belle fête. Organisation. Ouais. Alors, après, quand on est dit ça, on revient donc à cette œuvre-là. Tout à fait. L'héritage Trump en Afrique. Tout à fait. Y a-t-il un héritage Trump, justement, quand on sait bien que c'est America First, Yeah. Make America Great Again, rendre l'Amérique encore plus grande? Est-ce qu'il a une pensée pour l'Afrique? Et quelle serait-elle, justement? Vous savez, il y a un véritable héritage Trump en Afrique, mais qui est peut-être méconnu des Africains parce que, comme on le dit, les mainstream médias ont vraiment beaucoup parlé avec des clichés importants sur le président Donald John Trump en disant qu'il n'aime pas les Afro-Américains, oui, qu'il serait raciste et donc par ricochet, il n'aime pas les Africains. Et ce que je dis à cause en fait du thème de l'immigration, ce qui est, je veux dire, ce qui est discutable bien entendu, mais dans ce livre, ce que je développe et qui peut être vraiment un argument très important pour vos téléspectateurs, je dis ceci, quand vous prenez le parcours en fait du président Trump, vous voyez que son parcours ressemble plus ou moins au parcours de l'Afrique. En réalité, il y a une véritable similitude. C'est-à-dire ? Et évidemment, la question, je m'y attendais. Vous voyez, voici un milliardaire américain qui décide d'être président des États-Unis. Et en 2016, évidemment, il devient président des États-Unis. Donc, il est vraiment au sommet de sa gloire. 45e. Ouais, le 45e au sommet de sa gloire. Et donc, il domine toutes choses. En plus qu'il est milliardaire, il est président de la plus grande puissance du monde entier. Et cette étape, l'Afrique l'a connue également. L'Afrique a été le berceau de l'humanité. L'Afrique également a été le berceau des sciences. On a vu les savants occidentaux venir en Afrique apprendre. Hein, dans l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, voilà, on a vu Plutarque venir, Platon, Pythagore. ici dessus, Pythagore. Donc, l'Afrique est vraiment le berceau des sciences. Et si on veut aller même encore plus loin, l'Afrique a connu aussi des grandes nations qui ont dirigé le monde datant avec les rois tels que Pharaon et tout ça. Et donc, on a connu vraiment à cette époque une Afrique puissante, Même une Afrique grande. de Kankan Moussa, des Kandas d'Éthiopie. Exactement, exactement. Et après, on voit en 2021 le président Donald Trump perd le pouvoir, il tombe dans la disgrâce des médias, des hommes politiques, des canaux diplomatiques, personne ne veut le recevoir, il est blacklisté partout et on sent évidemment que le monsieur est rejeté partout et l'Afrique a connu également cette histoire. Voici une Afrique qui avait connu gloire d'antan et qui est maintenant esclavagisée, qui est colonisée, qui est exploitée d'ailleurs. Donc une Afrique qui connaît un passage à vide comme le président Donald Trump. Et là, ce que je dis dans ce livre, je dis que le président Donald Trump ne s'est pas arrêté là pour se morfondre sur son sort, sur sa position. Il a
il a utilisé un certain nombre de valeurs telles que l'abnégation, le courage, la persévérance. Il s'est battu contre tout le système. Il a eu une stratégie bien précise et à partir de là, il s'est relevé. Il a gagné les élections du 5 novembre 2024. Et donc, je dis dans ce livre que la jeunesse africaine, la génération montante qui va diriger demain l'Afrique, qui va diriger les pays africains, je pense que cette génération devrait prendre exemple sur le président Trump et se battre vraiment pour pouvoir donner une place à l'Afrique dans le Conseil des Nations. Élisée Boloube, vous parliez de l'Union africaine tout à l'heure dans le sujet du Congo, Kinshasa, Rwanda. Réaction à ce qu'il vient de dire? Oui, je pense que ce que dit M. Nedro est très intéressant, en ce sens que, comme je le dis, moi je pense qu'il ne faut pas toujours attendre son salut de l'extérieur. Il faut soi-même créer son bonheur. Il faut se donner les moyens de créer son bonheur. Et bien évidemment, l'exemple qu'il prend de Trump, si est à mon sens. Maintenant, derrière, moi, je voulais plutôt lui poser la question de savoir, aujourd'hui, de façon concrète, c'est quoi l'avenir quand on regarde surtout sur la question de l'immigration, qui a été vraiment l'un des piliers de sa politique. Quand on regarde aujourd'hui sur la question de l'immigration, quelles pourraient être, je dis, les relations dans ce sens-là entre les États-Unis de Trump et l'Afrique? Il faut rappeler que le décret a commencé à être mis en application. Tout à fait. Les personnes sont raccompagnées aux frontières, d'autres même se lèvent elles-mêmes et vont se rendre aux frontières. Absolument. Mais il faut dire que sur cette question, il y a quand même, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de clichés sur la personne du président Donald John Trump. Le premier cliché, on dit directement que Donald Trump n'aime pas l'immigration et donc il n'aime pas l'étranger, ainsi de suite. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donald J. Trump n'aime pas l'immigration illégale, l'immigration frauduleuse. C'est ça la réalité du fait. Mais ses opposants, évidemment, lui ont collé le cliché d'un homme qui n'aime pas l'immigration. Vous voyez, au dernier forum de Davos, Donald Trump a appelé les grandes entreprises, les grands talents du monde entier à rentrer aux États-Unis parce qu'il en a besoin, évidemment, avec la concurrence que les États-Unis ont avec la Chine. Il a besoin des talents. Donc, voici quelqu'un qui appelle à l'immigration. Mais l'immigration choisie. Et c'est le thème de tous les pays. Tous les pays du monde aujourd'hui, véritablement, sont en train de pouvoir lutter contre une certaine immigration illégale. Et c'est normal. Lorsqu'il porte ce point de l'immigration, il est cloué au pilori. Il n'est pas cloué. Non, il n'est pas cloué parce que, évidemment, les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Les États-Unis ont été bâtis par l'immigration. Les immigrants venus d'Europe, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est un pays d'immigration. Donc, parler d'immigration, c'est, j'ai envie de dire, remettre en cause les fondements même des États-Unis d'Amérique. C'est de cela que, c'est sur cette question que les démocrates, évidemment, trouvent à Trump comme talon d'Achille. Mais nous voyons que ça n'a pas marché parce que les Américains, à un moment donné, avaient besoin de cette question pour pouvoir quand même se protéger parce que les emplois étaient pris par les immigrants, j'ai envie de dire, illégaux, ainsi de suite. Et parce qu'on voyait évidemment des crimes qui sont perpétrés un peu partout. Et donc, par les immigrants illégaux. C'est très important. Très et donc, évidemment, c'est quelqu'un qui aime son pays et qui a dit l'Amérique d'abord, l'Amérique first. Et donc, il ne fait que protéger sa nation. Et c'est tout bénéf pour tout pays, toute nation qui a un représentant qui veut protéger sa nation. Tout bénéfice. Daouda, question. Moi, concrètement, je vous ai écouté depuis le début. Est-ce que finalement, ce n'est pas le mindset de Donald Trump que vous essayez que vous avez écrit dans ce livre, plutôt que son héritage? Parce que il y a comme une forme de dichotomie en fait. Non, en fait, c'est pas seulement que son mindset. Là, je décris, tout à l'heure, je vous ai parlé de son parcours. Ouais, il a un parcours qui est plus ou moins, dans lequel il y a quand même des similitudes entre son parcours et celui de l'Afrique. Mais l'autre chose que j'ai pas eu à dire et qui va être un élément de réponse à la question qu'il vient de poser, il y a aussi les valeurs. Je ne parle pas simplement de son mindset, mais à ses valeurs. Voici un homme qui pose ses valeurs et qui dit l'une des premières valeurs qu'il a, c'est la reconnaissance d'un être suprême qu'on appelle Dieu. En Afrique, que vous soyez animiste, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien,
tout le monde reconnaît qu'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu. Et Donald Trump le dit dans son discours d'investiture, où il dit par exemple que Dieu m'a sauvé pour pouvoir restaurer l'Amérique. Donc ça c'est très important. Donc vous voyez qu'il y a encore là une similitude. Et deuxième chose, il dit je ne reconnais que du genre, je ne reconnais que deux sexes, hommes et femmes. Et traditionnellement en Afrique, ce sont ces deux sexes qui sont reconnus. L'Africain dit dans la famille séculière, il y a l'homme et il y a la femme, évidemment. Et donc voici quelqu'un quand même qui a des valeurs qui sont des valeurs très proches des Africains et donc que les Africains devaient connaître, devaient apprendre à connaître et évidemment pourquoi pas soit commercer ensemble, soit travailler ensemble, soit j'ai envie de dire aller plus ensemble et c'est ce que nous voulons. Donc c'est pas que son mindset, je dis là, je donne les qualités de l'homme mais en même temps son parcours, ses valeurs qui ressemblent à celles évidemment de l'Afrique. Prenez en Afrique, Marius, comment est question? Oui, mais il a touché les deux points qui naturellement me taraudaient à l'esprit dans la politique de Donald Trump, qu'il a d'ailleurs porté au pouvoir. Le cas justement des deux sexes, des 31, des minorités LGBT, mais aussi le cas donc de la croyance en Dieu. Quand on regarde en Europe ce qui se passe avec des grandes nations qui sont dirigées par des personnes qui s'affichent comme telles et qui sont des transgenres, il y a lieu de s'inquiéter pour nous, Africains. Parce que pour nous, la croyance à un Dieu et la famille même, la notion de famille impose donc que un certain nombre d'attitudes ne soient pas tolérées. La question même de la croyance en un Dieu nous impose de ne pas accepter un certain nombre de situations telles que par exemple un homme va avec un homme, une femme va avec une femme. Mais moi je trouve ça vraiment c'est une aberration, c'est une incongruité et moi je pense qu'on ne saurait nous en tant qu'Africains l'accepter. Et vous avez bien fait de l'évoquer et c'est d'ailleurs ce pourquoi moi j'avais beaucoup d'admiration pour ce monsieur et je suis bien content qu'il dirige l'Amérique. Alors pensez-vous qu'il y a un président, et c'est une question d'un de nos amis sur le digital, Douoli, Bénédicte Kader, pensez-vous qu'il y aurait donc un président africain qui se rapproche un peu dans ses valeurs et dans ses actions du président Donald J. Trump? Bon, je dirais que tous les présidents africains sont appelés à se rapprocher des idéaux du président Donald Trump, évidemment, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une véritable similitude, au risque de me répéter, mais il faut comprendre qu'il a dit clairement, Donald Trump l'a dit lors de sa première mandature, lors de son discours aux Nations Unies, il dit qu'en réalité, l'avenir appartient non pas aux globalistes, mais aux patriotes, c'est-à-dire à ceux qui aiment leur patrie, évidemment, à ceux qui aiment leur patrie, et c'est pour cela qu'il parle de notion d'America First, l'Amérique d'abord, parce que pour lui, c'est d'abord la défense des intérêts des Américains, et vous voyez. Et donc là, à ce niveau, c'est pour dire simplement que nos dirigeants, nos présidents, nos chefs d'État, nos gouvernants devaient pouvoir mettre en avant les intérêts de leur pays. Et je pense que c'est ce que nos dirigeants essaient de faire, plus ou moins. Et donc, en regardant Donald Trump, il faut aller encore plus loin pour pouvoir mettre la défense des intérêts de son pays, de sa nation, de son peuple dans tous les différents types de canaux de discussion, que ce soit au sein de l'OMS, que ce soit au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ainsi de suite. Prôner son pays d'abord, prôner l'intérêt de son pays, défendre les intérêts de son pays. Et c'est ça qui est divulgué par le président Donald J. Trump. Daouda. Vous ne pensez pas, parce que ce que vous dites, il dit que le monde n'appartient pas aux globalistes, ou j'ai envie de dire ou aux mondialistes, mais plutôt aux patriotes. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Donald J. Trump qui le dit. Bon, je le prends dans votre bouche, vous le prenez dans la bouche de Donald Trump. Absolument. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que Donald J. Trump, en fait, était un isolationniste? On peut le dire ainsi, mais en réalité, vous savez, on voit aujourd'hui une Amérique quand même qui est en train d'être très concurrencé par la Chine. Et donc, un pays qui est très concurrencé par la Chine et également par le pouvoir hégémonique de la Russie un peu partout, comme on le voit aujourd'hui quand même, qui avance dans les territoires où elle était avant, mais aujourd'hui, elle avance elle revient encore sur les territoires africains. Donc, il est important pour les États-Unis, avec ces difficultés économiques également, par exemple, vous connaissez quand même le poids de la dette américaine, 33 000 milliards, il est important quand même pour les États-Unis d'Amérique de revenir sur elle-même et puis essayer de consolider les fondements qui ont fait des États-Unis, et c'est ce qu'il essaie de faire. Donc il ne dit pas forcément qu'il va se décharger ou bien il va se renfermer sur lui-même, mais il dit là où les États-Unis d'Amérique étaient, j'ai envie de dire,
présent à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, il va falloir se replier plus ou moins et essayer de réorienter les priorités de la politique américaine. C'est pour ça qu'il parle, par exemple, d'arrêter la guerre, par exemple la guerre en Ukraine, les différentes guerres dans lesquelles les États-Unis sont impliqués, pour que les fonds soient rapatriés. Et il parle également de son retrait, je crois, de l'OMS, voilà, qui est de l'accord de Paris, qui va lui donner, par exemple, qui va lui ramener 1000 milliards de dollars qu'il pourra injecter dans l'économie américaine. Donc, c'est pas une position de truc, mais c'est un homme qui... Je suis un peu quand même toujours embêté parce que quand on regarde comment l'Amérique s'est faite jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique ne s'est pas construite en vivant en autarcie. Tout à fait. C'est avec les autres qu'elle a grandi. Finalement, on a une nouvelle dynamique avec Donald Trump. Finalement, est-ce que finalement, ça va, après sa mandature, est-ce que ça ne va pas montrer ses limites? Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous le dis, tout à fait. Pendant qu'eux, ils se retirent, la Chine prend du pouvoir. Pendant qu'eux, ils se retirent, la Russie prend du pouvoir. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas un mauvais calcul géostratégique? Non, il ne se retire pas en réalité. Il réoriente les objectifs. C'est différent. Mais il le réoriente en interne? Non, pas forcément en interne. Pas forcément en interne. Vous voyez, voici par exemple un exemple palpable, la guerre en Ukraine. Voici une guerre dans laquelle les États-Unis dépensent énormément d'argent, plus de 200 milliards de dollars d'investissement en Ukraine. Mais c'est une guerre, le président Poutine le dit, le président Trump lui-même le dit. Il dit si j'étais au pouvoir, cette guerre n'allait jamais arriver. Et le président Poutine l'a dit également, si Donald Trump était au pouvoir, cette guerre n'allait pas arriver. Pourquoi dépenser plus de 200 milliards de dollars dans une crise qui est aussi loin de votre pays? Et vous voyez, donc voici un pays qui dépense énormément d'investissements, énormément d'argent pour pouvoir protéger un continent européen qui est très loin de ses terres. C'est vrai. Parce qu'il y a des intérêts géostratégiques et géotechniques. Absolument, absolument. Donc on va injecter. Mais absolument, mais on peut évidemment consolider ses intérêts pas en faisant forcément la guerre, mais en utilisant d'autres canaux, d'autres moyens de pression. Vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que Donald Trump utilise? Là, de la négociation. Vous voyez, par exemple, il dit je veux le Groenland. Mais ce n'est pas parce qu'il veut le Groenland. Nous-mêmes, chez nous au Canada, Donald Trump dit non, je veux que le Canada devienne le 51e État. Mais ce n'est pas son objectif. En réalité, c'est une forme de pression. Parce qu'il le dit dans son livre là de la négociation. Il dit quand tu veux négocier avec quelqu'un, mets la barre haute pour avoir au moins 50%, 60% de ce que tu veux. Et donc, c'est une forme de pression parce que Donald Trump voit dans les relations internationales, des relations transactionnelles. D'ailleurs, le bon sens recommanderait que dans un conflit, on n'arme pas un adversaire contre un autre. Merci Marius. Alors pour terminer, vous dites l'héritage Trump en Afrique, vous parlez des valeurs et que l'Afrique forcément finira par se réveiller, reprendre sa place comme Donald Trump. Ce n'est pas assimiler un seul individu à un continent, c'est plutôt les valeurs et ce qu'il représente. Ce sont les valeurs et je dis dans ce livre qu'on peut rendre à l'Afrique sa grandeur également. Sa grandeur en tant que berceau de l'humanité, sa grandeur en tant que berceau des sciences. Et je dis souvent, nous sommes les alpha polytechniciens, c'est nous les premiers polytechniciens parce que ce sont les Égyptiens, évidemment, qui ont créé les trois premières sciences, telles que les sciences mathématiques, l'astronomie, l'astrologie. Merci beaucoup. Et donc, c'est ce que je dis, je parle là du Make Africa Great Again. Merci. J'aime bien cela, Make Africa Great Again. Ça finira par arriver, forcément. Absolument. Un jour, cela finira par arriver. Non, on y croit en tout cas. Oui, fortement. Merci d'être venu. Merci, Monsieur Serge Ledro, vous êtes économiste, observateur de la politique américaine, auteur du livre L'héritage Trump en Afrique, le voici. Et voilà, on parlait donc de la redéfinition des politiques des partenariats entre les États-Unis et notre cher État de continent. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Élisée, merci. Marius, Daouda, merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Les programmes continuent sur la FCV. Bonsoir.